Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo, nous pouvons commencer. Aujourd'hui, Succès Made in Femme reçoit Nadège Saha, directrice du Centre des musiques et danses traditionnelles et populaires de Guadeloupe, une organisation non gouvernementale accréditée par l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Femme de conviction, audacieuse et déterminée, Nadège est engagée au sein de la société guadeloupéenne et grâce à ses expériences dans la zone caribéenne entre Belize, Trinidad, la République dominicaine, elle est souvent consultée pour son expertise par des organisations jeunesse de la Caraïbe sur des questions diverses liées à la politique jeunesse de Guadeloupe. Nommée depuis peu présidente de Caribe Horizon, premier réseau régional multi-acteurs de coopération de la zone Caraïbe, Nadège nous raconte sa passion pour la coopération. Découvrez dès maintenant comment Nadège Saha allie passion pour la coopération régionale, bien-être et CrossFit. Bienvenue dans Succès Made in Femme, Nadège. Bonjour Claudia et merci beaucoup. Alors, tu es la directrice du Centre des musiques et danses traditionnelles et populaires de Guadeloupe, créé en 2005. Peux-tu nous présenter en quelques mots la mission du centre? Alors, le centre, effectivement, donc c'est le Centre régional des musiques et danses traditionnelles et populaires de Guadeloupe. Donc, le centre a 4 missions. Donc, la première, c'est la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La deuxième, c'est le soutien à tout ce qui est formation et enseignement artistique. La troisième, c'est tout ce qui concerne la diffusion et la promotion des danses et des musiques traditionnelles. Et la quatrième, la coopération culturelle. Alors, il faut savoir que ce centre est une ONG accréditée par l'UNESCO depuis 2007 pour tout ce qui est sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel. Tu as dit que le centre était aussi un centre de formation. Est-ce que tu as vu un impact particulier auprès des femmes? Alors, auprès des femmes, pas forcément, c'est-à-dire que la mission, en fait, se fait à travers donc, des partenariats qui sont liés soit avec des écoles, des universités, et c'est vraiment comme ça que le centre impacte. Donc, homme-femme, hein, il n'y a pas véritablement de préférence à ce niveau-là. Donc, l'impact se fait à travers donc, des partenariats, comme je le disais, au niveau des universités. Par exemple, là, en ce moment, on est en partenariat avec l'Université des Antilles qui a ouvert une nouvelle licence sur les arts du spectacle. Et c'est une toute première, en fait, en Guadeloupe, où justement des étudiants vont avoir la délivrance de cours liés à tout ce qui est patrimoine culturel immatériel, ce qui, jusqu'à maintenant, n'existait pas en Guadeloupe. C'est une très belle mission, ça. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est un vrai challenge, hein, notamment pour moi, puisque en fait, c'est vraiment la première fois que je signe un contrat en Guadeloupe. Jusqu'à maintenant, j'avais travaillé à l'étranger, donc premier contrat en Guadeloupe et première mission en Guadeloupe même, donc c'est un très, très beau challenge au quotidien. Alors justement, tu viens de dire que c'était ton premier contrat en Guadeloupe. Donc avant d'être Exact. directrice du centre, tu as été aussi jeune ambassadrice de la francophonie basée en République dominicaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Alors, mon parcours, j'ai tendance à le dire que c'est un parcours un peu atypique. Souvent, quand les employeurs regardent mon CV, on a peut-être l'impression que c'est quelqu'un qui se cherche, puisque je passe aussi bien de l'économie sociale et solidaire qu'à la prévention de la délinquance, qu'aux politiques jeunesse, qu'à maintenant la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et en fait, c'est ma formation en sciences politiques qui m'a donné cet intérêt pour toutes ces questions. Donc, non, je ne suis pas quelqu'un qui se cherche professionnellement, mais je m'intéresse un peu à tout et ça fait que je suis à l'aise sur beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, j'ai commencé par un stage à l'ambassade de France à Trinidad et Tobago où j'étais en charge, en fait, de la rédaction d'un rapport sur la politique de Trinidad sous différents aspects. Hein. Donc, j'ai commencé par là. Ça a été un peu ma première expérience dans le milieu diplomatique. Et après, comme j'ai tendance à le dire, les places étaient tellement chères en matière de coopération que je suis partie sur Paris, où j'ai travaillé à la fois dans un service d'insertion professionnelle pour les étudiants à l'université de Cergy-Pontoise. J'ai même été gestionnaire de facturation et de recouvrement, alors que bon, c'était pas forcément ma formation initialement. Et j'ai même fait des enquêtes par téléphone parce qu'il faut bien vivre de temps en temps. Mmh. Et après,
la région Guadeloupe, en fait, a mis en place un dispositif qui permettait à des Guadeloupéens d'être insérés dans le réseau diplomatique de l'État. Et c'est comme ça que j'ai intégré aussi l'ambassade de France en République dominicaine. Donc, seconde expérience en ambassade pour moi, très très riche, hein, qui m'a permis en fait de faire le suivi des projets de coopération entre la région Guadeloupe et la République dominicaine. Parce qu'il faut savoir qu'en 2013, la région Guadeloupe avait déclaré l'année de la République dominicaine en Guadeloupe. Donc, c'était D'accord. un très, très gros challenge pour moi, puisque, bon, en plus, je suis arrivée dans un contexte très particulier au moment où le gouvernement dominicain avait pris une loi assez discutable, hein, sur rendre apatrides, en fait, les personnes d'ascendance haïtienne depuis 1929. Enfin bon, c'était On un s'en contexte un peu souvient. particulier. Voilà, c'était un contexte assez particulier pour moi qui venait d'arriver sur le terrain dominicain. Et je peux dire que ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple d'arriver dans un tel contexte, puisque quelques mois après mon arrivée, la région décidait d'arrêter en fait toute manifestation dans le cadre de cette année-là. Et je me souviens encore de cette une du listing diario où on voyait la région Guadeloupe, alors que bon, ça faisait un petit moment que j'étais là, mais j'avais jamais vu la région Guadeloupe en tête en une du journal. Mhm. Et je peux dire que c'est un peu gênant quand on arrive et qu'on voit notre île finalement faire la une des journaux pour un tel sujet. Donc ça a été compliqué, mais voilà, une mission qui s'est très très bien passée et qui m'a permis de découvrir une île que je ne connaissais pas, la République dominicaine, et pour laquelle j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'affection. J'ai encore des amis là-bas avec qui je suis encore en contact malgré toutes ces années. Et dès que je peux y retourner, j'y retourne, et c'est vraiment un havre de paix pour moi d'y retourner. Ah, magnifique. Tu Mm. es également la présidente du réseau Caribe Horizon, Exactement. qui est une association humanitaire d'entraide sociale en partenariat. C'est le premier réseau régional multi-acteurs de coopération de la zone Caraïbe. Exactement. Et donc, c'est le premier de ce type en Guadeloupe. En Quelle est la Guadeloupe, tout à fait. mission de Caribe Horizon? Alors, il faut savoir que donc les réseaux régionaux multi-acteurs, ce sont des dispositifs qui ont été mis en place avec l'initiative conjointe de l'État, des collectivités territoriales, et ça existe depuis les années 90. Et donc, chacun de ces réseaux, en fait, a une histoire, un statut et évolue aussi dans des contextes différents. Et à travers donc le CORECA, qui est l'association Contact Recherche Caraïbes, menée par le président Julien Mérillon, et la chargée de projet de la mise en place du réseau régional multi-acteurs, Myriam Elluter, ils ont souhaité mettre en place en fait un réseau qui permet de mettre en valeur toutes les initiatives de coopération qui existent déjà en Guadeloupe à travers donc ce réseau-là. Et donc la mission de préfiguration a été menée d'une main de maître par Myriam Elluter, que je tiens à saluer parce qu'elle a vraiment mené ça comme il fallait. Et le 6 octobre, il y a eu donc l'assemblée générale de cette association, et j'ai eu la grande surprise, puisque je ne m'y attendais pas forcément, même si j'avais suivi toutes les réunions de préfiguration, les différents ateliers de mise en place, comprendre un peu quel était le rôle de ce réseau au sein de la Guadeloupe. J'ai été élue présidente avec une équipe de 3 personnes, avec une équipe de donc, trésorier donc, qui représente le CIAE. En fait, ce sont des structures morales qui sont à l'intérieur de ce réseau. Ce ne sont pas des personnes, enfin, ce sont des personnes physiques, certes, qui représentent en tout cas des structures morales. Et D'accord. donc, la mise en œuvre des différentes activités pour un type de réseau, un réseau de ce type. Donc, identifier les acteurs, qui fait quoi en termes de coopération, en mettant en place une base de données. Donc, il y a une activité aussi de la veille sur toutes les actions qui peuvent intéresser les personnes qui sont présentes au sein du réseau. Donc, il y a 23 personnes qui sont au conseil d'administration de cette structure. Et D'accord. donc, 23 structures qui représentent vraiment des domaines divers et variés, aussi bien les chambres d'agriculture, les chambres de commerce. On a également des associations carnavalesques, des associations culturelles, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Enfin voilà, il y a vraiment une multiplicité d'acteurs. Et l'idée, c'est vraiment de regrouper au sein d'une même entité toutes ces actions, les valoriser, appuyer aussi également les différents projets que peuvent avoir ces structures, et également animer aussi différentes manifestations pour sensibiliser sur les actions de coopération, sensibiliser également sur le montage de projets, et créer aussi des synergies entre les membres. Et donc, il faut savoir que la Guadeloupe est le 12e RRMA. Il y en a d'autres qui vont naître dans les Antilles, je crois, dans les Antilles et ailleurs, dans les DOM, en fait, de façon plus générale. Il y en a un qui est en train de se monter à La Réunion et également en Martinique. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment créer une entité qui permet de valoriser toutes ces initiatives de coopération de façon à ce que les acteurs qui sont déjà sur le terrain puissent vraiment
voire en fait vulgariser ce qu'ils font déjà de façon individuelle. Et comment cette mission humanitaire, t'influence toi en tant que femme, dans ton approche? Alors, en fait, il faut dire que j'ai toujours aimé, toutes les questions de coopération. Ça a toujours été vraiment, j'ai envie de dire, j'ai été formée dans ça et dans chaque mission que j'ai eu à mener, cette partie coopération est toujours celle qui me fait vibrer le plus et par exemple, dans le milieu associatif dans lequel je suis aussi active, notamment à travers le collectif Jeunesse Guadeloupe, j'avais créé une commission de coopération qui me permettait d'échanger avec, les autres jeunes de la Caraïbe et c'est vraiment ça qui me motive tout le temps, de pouvoir échanger avec les autres, voir un peu ce sur quoi on peut échanger les bonnes pratiques, mais aussi bien les mauvaises pratiques, puisque ça aussi, on apprend beaucoup à travers finalement ce qui n'est peut-être pas forcément bien mené sur notre territoire, voir comment des territoires qui nous sont proches et qui nous sont peut-être pas forcément similaires sur le point de vue politique, voir comment ils mènent leurs actions et voir comment on pourrait justement échanger beaucoup plus de façon gagnante-gagnante et pas simplement aussi dans à sens unique. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment quelque chose comme ça qui m'influence. Toujours échanger avec les autres, avoir ce regard toujours sur l'extérieur, c'est vraiment ça qui me motive au quotidien. Comme tu viens de le dire, tu es très impliquée dans le monde associatif, et Oui. particulièrement avec les projets de coopération dans la Caraïbe. On sait, on devine que tu as, une approche particulière avec Carilide. Quelles valeurs sont essentielles quand tu dois travailler en équipe? Pour moi, c'est le respect avant tout. Le respect avant tout, comprendre l'autre, savoir où est-ce qu'il a envie d'arriver et voir comment je peux justement contribuer à faire en sorte que, par exemple, si on doit se mettre sur un projet, que ça doit apporter aussi bien pour moi et aussi bien pour la personne qui est en face de moi. Alors, par exemple, au sein de ma mission professionnelle, je travaille avec, on est 3 à peu près et c'est vraiment ça qui compte. C'est-à-dire que j'ai trouvé ces personnes-là, quand je suis arrivée. Je suis la plus jeune de l'équipe et j'ai Mmh. cette particularité d'être leur directrice. Alors, pour moi, ça a été très simple, hein. Quand je suis arrivée, je me suis jamais dit que je vais être un échelon de plus dans la hiérarchie qui existait déjà. J'arrive au sein d'une équipe, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne et j'implique autant que possible ces personnes dans mon processus de décision. C'est-à-dire qu'aucune décision, aucun projet que je vais prendre ne va passer par une consultation de mon équipe et en me disant que voilà, j'ai la science infuse, j'arrive et que je connais tout. Non, non. Je les consulte, je leur dis bon voilà, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Puisque c'est eux qui ont l'historique en fait du centre par exemple. Donc Mmh. je ne peux que m'appuyer sur ces personnes pour me dire que le projet que je vais mener à bien va être porteur. Donc il y a ça. Il y a le respect, il y a l'écoute également, il y a aussi le côté empathie, le côté, j'aime pas imposer en fait mes idées. J'aime bien, je les impose d'une certaine manière, puisque finalement je finis toujours par vouloir mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place, mais c'est toujours en consultation des autres et en me mettant à la place aussi de l'usager. Donc dans tous les projets que je vais faire, je vais me poser la question de savoir, bon alors, si je suis un individu lambda, j'ai ça comme projet, comment je vais réagir par rapport à ça? Et c'est comme ça que je réussis justement à mettre en place des petits trucs qui me permettent de faire en sorte que le projet soit opérationnel ou pas. L'empathie et la bienveillance sont vraiment au cœur Exact. de ton Oui, processus, toujours. de ouais, mmh. Toujours, toujours, toujours. D'accord et justement tu as indiqué du moins, que lorsque tu, travaillais, vous n'aviez pas forcément les mêmes, systèmes juridiques, et donc Mmh. il fallait, une certaine adaptation. Quelles sont les Mmh. 2 leçons que tu retiens quand il faut monter un projet et particulièrement dans les projets de coopération? Alors, ne pas s'imposer, au niveau du projet qu'on a avec le partenaire et vraiment laisser le partenaire donner sa touche pour faire en sorte que le projet pour faire en sorte qu'il se sente aussi concerné que nous dans le projet. L'erreur que je remarque souvent dans certains projets que, par exemple, si on me soumet ou que je vois passer, dans mes documents ou autres, je me rends compte qu'on a cette espèce de mentalité qui consiste souvent à imposer notre façon de voir. Alors qu'un projet de coopération se co-construit avec un partenaire, ce n'est pas nous qui venons en se disant, bon voilà, j'ai un projet, je viens l'imposer à mon partenaire caribéen et puis forcément ça va l'intéresser. Non, non. Il faut que le partenaire, qu'on puisse avoir échangé avec lui en amont, voir sur quel plan on peut justement trouver des points communs, trouver des éléments qui vont l'intéresser aussi bien que nous, et voir comment justement il peut apporter sa touche.
Parce que c'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire que bon, ben voilà, souvent il y a des partenaires qui me disent, moi j'ai envie de monter un projet, je ne sais pas moi, de cueillette de mangue dans la Caraïbe, je suis sûre que ça va fonctionner. Ben, peut-être pas en fait, parce que eux ont peut-être une manière de faire qui n'est pas du tout la même que la nôtre. On peut pas venir et s'imposer dans le pays comme ça de quelqu'un. Enfin, on n'est pas au stade de la colonisation, c'est fini ça. Donc on vient, on rencontre le partenaire, on discute avec lui, on voit ce sur quoi il peut justement avoir des points communs, et comme ça le projet il fonctionne. Je vois par exemple avec les partenaires caribéens, quand j'ai commencé à faire mes actions de lobbying pour la jeunesse dans la zone, la, la, le point en fait que j'ai voulu vraiment mettre en œuvre quand j'allais dans ces mouvements-là, c'était pas justement de me dire bah j'arrive, je suis française dans la zone et je vais vous dire comment nous on fonctionne et puis vous allez nous accepter. Non, non. Je me suis dit que il faudrait qu'ils nous impliquent nous en tant que Français et qu'on puisse avoir notre mot à dire dans les différents projets qu'ils mettent en place. Et les années qui ont suivi, ils nous ont invités à chaque fois, et malheureusement c'est toujours les mêmes qui y vont, c'est-à-dire moi, mais pas, même en faisant passer l'information auprès du réseau, hein, mais il y a toujours cette crainte un peu quand on est avec le partenaire en face de ne pas forcément maîtriser la langue et de considérer ben, justement enfin, comment coopérer avec un voisin, avec un partenaire si on ne parle pas sa langue. Et ça, voilà, c'est quelque chose pour moi qui me semble un peu compliqué. Et donc souvent, moi je vais, je dis bon voilà ce qu'on a fait en Guadeloupe, voilà ce qu'on mène en Guadeloupe. Je récupère aussi de leur expérience et j'essaye toujours d'avoir cette espèce d'échange vraiment De transmission. voilà, de transmission, pas de m'imposer dans ce qu'ils font, mais vraiment de transmission et comprendre aussi comment ça se décante de leur côté pour pouvoir l'appliquer éventuellement sur nos territoires. Mm. Et qu'est-ce que ces expériences ont révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas? Alors, c'est vrai que quand je dis ça aux gens, les gens me disent ouais, mais non, tu rigoles. Enfin, je fais 1,80 m, mais je suis quelqu'un de nature timide. Pas timide, réservée, enfin, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'introverti. On me verra rarement aller quelque part et toujours en train de crier, me dire ouais, voilà, Nadège est arrivée. Non, non, je suis vraiment quelqu'un de très, très réservé. Et c'est vrai que le fait de faire cette taille, je peux difficilement me cacher derrière quelqu'un. Et Très du coup, difficile. voilà, je peux difficilement me cacher derrière quelqu'un. Souvent, je me retrouve toujours dans des situations où on me pousse à faire quelque chose. Bah, par exemple, hein, quand j'ai été élue présidente du réseau Caribe Horizon, je me suis réveillée le matin, je ne me suis jamais dit qu'à l'issue de cette journée, je serais présidente de tel réseau. Parce qu'il y a eu tout un contexte en amont qui a fait que j'ai failli ne pas justement présenter ma candidature au conseil d'administration de cette structure. Et finalement, je me suis retrouvée propulsée comme ça. Et après, il a fallu faire un discours. Alors, je me suis dit, mais alors, déjà que je suis présidente, je m'y attendais pas. Il faut faire un discours. Je m'y attendais pas forcément. Et donc, ma capacité d'improvisation, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été développé chez moi depuis très, très longtemps, hein, puisque je me suis toujours retrouvée propulsée comme ça. Donc, il faut toujours que j'improvise quelque chose, que j'ai quelque chose à dire. Et souvent, c'est très pertinent. Donc, je me dis, hein, finalement, je suis peut-être pas forcément bonne comédienne, mais en tout cas, je dis souvent des choses pertinentes et sortir aussi de cette zone de confort, hein, sortir de ce côté un petit peu réservé, c'est-à-dire que j'ai pas énormément d'amis, mais les rares personnes avec qui je discute et j'échange, elles me poussent aussi à aller vers l'avant. Et voilà, c'est vraiment ça, ces qualités-là, sortir un peu de ma zone de confort, sortir un peu de cette réserve de temps en temps, même si j'aime bien retourner un petit peu dans mon petit cocon et tout, parce que voilà, je suis pas quelqu'un j'aime pas le m'as-tu vu, j'aime pas le côté toujours être en train de parler de soi. C'est pas du tout je sais pas faire ça et j'ai beaucoup de mal. Donc, j'aime bien rester dans mon coin. Et c'est vrai que voilà, c'est ce que ça a développé chez moi, cette capacité à sortir, à montrer que voilà, qui je suis, ce que je fais, et peut-être aussi à avoir un peu plus conscience de mes capacités, parce que souvent on doute de soi. Et je vois que, par exemple, le fait d'avoir été 2 ans au chômage et de ne pas avoir trouvé d'emploi en Guadeloupe, ça a été très compliqué et ça m'a fait vraiment beaucoup me remettre en question. Parce que finalement, j'étais diplômée en Guadeloupe, j'ai travaillé à des ambassades, enfin, j'ai un parcours qui n'est pas forcément, enfin, qui n'est pas catastrophique. Hein. Quand je regarde mon Bien CV, au je me dis, contraire. bon, ça va, je ne suis pas si mal que ça. Mais rester 2 ans à envoyer des CV, des lettres de motivation, à essayer de comprendre pourquoi déjà j'ai pas de réponse, pourquoi j'en ai et qui sont négatives ou pourquoi certaines personnes me font patienter autant dans une prise de poste, des fois ça nous fait vraiment nous remettre en question. Et donc j'étais à un moment où je me disais mais c'est quand même bizarre que je n'arrive pas forcément à trouver d'emploi chez moi.
Et comme je suis quelqu'un de nature très positiviste, j'évite de me laisser submerger par tout ce qui est négatif. Et je suis vraiment une adepte du ça qui l'a pour de l'eau pas à chailler, comme on dit en créole. Et je me dis vraiment que voilà, que si certaines choses arrivent à un moment, c'est qu'elles devaient arriver à certains moments. Et si je n'ai pas trouvé en fait d'expérience, enfin, de travail quand je suis rentrée en Guadeloupe en 2015, dans les 2 ans où je suis restée au chômage, j'ai pas trouvé de choses à faire véritablement. C'était peut-être parce que c'était pas le moment. Il fallait vraiment que je me pose et que je fasse aussi cette espèce de pause dans mon parcours parce que D'introversion. d'introversion, c'est ça, puisque finalement, j'ai commencé à travailler et à aucun moment, en fait, je quittais des CDI pour d'autres CDI comme ça. J'avais jamais signé de CDD, celui de la région Guadeloupe, c'était le premier. Donc, ça m'a permis peut-être aussi de me remettre en question, de revoir un peu aussi ce que je suis capable de faire, ce que je ne suis pas capable de faire, et de travailler aussi à une meilleure version de moi-même aussi, hein, puisque maintenant, je peux officiellement dire que voilà, j'ai vraiment grandi et mûri et que ces années-là, même si ces 2 années-là d'inactivité active, m'ont permis vraiment de mûrir sur beaucoup de plans. J'ai connu pas mal de désillusions et ça m'a renforcé aussi sur pas mal de choses également. Tu as reçu en 2018 la lettre de félicitations de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif. Oui, ouais. Est-ce que tu arrives à visualiser que ta détermination, ta persévérance sont une source d'inspiration? Bah, tu sais que c'est très marrant que tu m'en parles parce que j'avais oublié ce j'avais oublié effectivement que j'avais reçu cette lettre-là. Et bah, ça aussi, ça a été une assez grande surprise. Et ce qui était bien aussi ce jour-là, c'est que bah, quasiment toutes les personnes avec qui je travaille dans le milieu associatif ont reçu ce jour-là cette lettre de félicitations. Et nous voir ensemble et de voir comment j'ai commencé avec eux en 2013 à mon premier retour en Guadeloupe avant ma mission en République dominicaine, ça m'a permis de me dire, mais finalement, tu vois, quand on est engagé dans la société, même si je ne le suis pas de façon, on me voit pas, c'est-à-dire que bon, effectivement, on va taper ça, on va trouver des choses intéressantes sur moi, mais je ne le fais pas pour justement me faire voir. Les Je le actions fais, parlent d'elles-mêmes. voilà, exactement, c'est ça. Et je sais pas pourquoi, hein, souvent on me demande peut-être que je suis quelqu'un d'illuminé ou je ne sais quoi, mais j'ai toujours considéré en fait que demain j'ai envie que soit mes enfants ou que ma famille puisse se dire, mais finalement Nadège, elle a quand même bien fait des choses pour nous. Elle a laissé quand même des choses. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de garder. Je ne fais pas les choses pour moi. Je les fais pour que demain, on puisse, comme mes grands-parents ont pu le faire avant, se battre pour nos droits, défendre un peu des causes qui nous semblent justes et ne pas rester la bouche fermée quand il y a des injustices. Alors, souvent, on me reproche d'avoir cette espèce de posture de représentant syndical, représentant du personnel, etc., etc. Mais pour moi, c'est important de ne pas fermer sa bouche quand on est face à des injustices. Alors, c'est vrai que ça me cause vraiment des problèmes, puisque même en ayant travaillé dans la diplomatie, je ne suis pas quelqu'un de très diplomate. Quand j'ai des choses à dire, je les dis, et malheureusement, je les dis souvent sans filtre ou sans mettre de l'eau dans mon vin. Et ça plaît pas peut-être, mais je pense qu'il faut arrêter de caresser les gens dans le sens du poil des fois. Et il faut pouvoir dire que non, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut pouvoir le dire et l'affirmer haut et fort parce que même dans les couples, hein, dans les relations hommes-femmes, hein, c'est souvent les amis, c'est souvent le manque de communication qui fait que voilà, certaines relations ne durent pas. Et dans le monde du travail, pareil, hein, on est face à des injustices, on l'était parce que voilà, on a besoin de son salaire à la fin du mois. Mais moi, j'estime qu'à un moment, il faut arrêter, quoi. Si on peut pas se plaindre de vivre dans une société qui va mal et contribuer à cette espèce de médiocrité ambiante. Et moi, j'ai toujours envie de me retirer de ça. Il y a des choses qui vont pas, je les dénonce, ça va plaire ou ça ne va pas plaire. L'important, c'est que cette situation qui va pas, cette espèce de médiocrité ambiante dans laquelle certains se plaisent, cesse. C'est vraiment ça mon cheval de bataille au quotidien. Alors, ça me crée des inimitiés, comme on dit, ou voilà, mais en même temps, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde dans la vie. Et comme on dit souvent, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, partant de là, moi, je sais que je suis comme je suis et je changerai pas, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Justement, alors tu as fait face à la recherche d'emploi, tu t'es remise en question, tu parles de ton expérience dans la diplomatie où ça n'a pas toujours été évident. Donc, Mm. quelles ont été tes habitudes justement pour surpasser les difficultés et en même temps préserver ton bien-être? Alors, c'est vrai que les années précédentes, souvent, en fait, quand ça va mal, j'ai tendance à laisser passer les choses.
dans le sens où, de toute façon, je ne peux pas me stresser pour une situation pour laquelle je n'ai pas de contrôle. À un moment, j'aurais beau me rendre malade, j'aurais beau faire ce que je veux, ça va pas. Si j'ai pas de contrôle sur une situation, ça va pas changer. Tu lâches Et prise. voilà, je lâche prise parce que je me suis déjà rendu compte que stresser occasionne chez moi des réactions allergiques. Et je trouve ça très bien d'ailleurs, hein. Comme ça, au moins, ça me permet d'être toujours zen en permanence. Le Et je, le en, le corps indique quand voilà, voilà. exactement. C'est ça. Donc, du coup, partant de là, je lâche prise et je laisse faire les choses. Et ma grand-mère avait tendance à toujours me dire, tu sais, Nadège, dans la vie, il faut toujours laisser dire les gens et bien faire et laisser dire. Et donc, je lâche prise. Ça sert à rien au bout d'un moment. C'est-à-dire que même en face, si j'ai des partenaires à qui je dis que bon, ils vont droit dans le mur avec un projet, mais qu'ils ont envie d'aller dans ce projet-là, s'ils ne m'écoutent pas, je ne vais pas insister plus que ça. Puisqu'au bout d'un moment, si on dit à quelqu'un qui va droit dans le mur et que c'est peut-être l'endroit où il a envie d'aller, bon, on le laisse y aller, même si on l'a déjà prévenu à 10 000 reprises, mais au bout d'un moment, on ne peut pas. Donc, je lâche prise. J'essaye de faire du sport maintenant. C'est devenu vraiment une habitude au quotidien. Je me suis mise au CrossFit depuis quelques mois. Et Mmh. voilà un sport qui m'en apprend vraiment beaucoup sur moi-même. C'est-à-dire que j'ai été sportive, ma mère était sportive de haut niveau. Malheureusement, elle ne m'a pas transmis ces gènes de sportive de haut niveau. J'en ai fait beaucoup, mais à chaque fois, en fait, je m'arrêtais, puisque j'estimais que, bon, voilà, j'ai le corps qu'il faut, donc c'est bon. Et puis, de toute manière, ça sert à quoi d'aller courir tout le temps? Ça sert à quoi d'aller faire ci? Donc, j'en ai fait énormément. J'ai commencé par la danse, la muscu, enfin, plein de choses. J'ai dû faire tous les sports, sauf le golf, éventuellement, mais j'en ai fait énormément. Et l'année dernière, j'ai entamé un espèce de challenge, pareil, un gros challenge sur moi-même. Je me suis dit, c'est suite à en fait un contrôle médical où le médecin m'a dit, bon, écoutez, il va falloir vraiment faire quelque chose parce que votre prise de poids là, elle est pas normale. Et si vous voulez vivre un peu plus longtemps, rallonger votre espérance de vie, faut perdre du poids. Et j'entamais un gros challenge à travers un bouquin en fait d'une Jamaïcaine qui s'appelle Camilla McDonald, Wake Up and Live. Et c'est un challenge qui commençait pour 5 semaines. Et finalement, ça va bientôt faire un an dans quelques semaines que j'ai commencé ce challenge-là. Et j'ai perdu 15 kilos. Waouh! Et je me suis dit, mais finalement, c'est possible en fait de perdre du poids. Et j'ai commencé le CrossFit en septembre dernier, la veille de la Sainte Nadège. Je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, le 17 septembre, je commence le CrossFit. Et à ma grande surprise, c'est une discipline que j'aime beaucoup parce que voilà, encore une fois, une discipline qui nous fait sortir de notre zone de confort et qui me permet de voir au quotidien mes progrès. Alors là où au début, j'arrivais pas forcément à faire des pompes, aujourd'hui, je m'étonne, même le coach même me le dit, j'arrive à enchaîner des pompes. Et je me dis, mais tiens, en fait, finalement, c'est vraiment dans l'esprit qu'on se limite à faire certaines choses. Et Mmh. si on se donne les moyens, si on se bat au final contre cette petite voix intérieure qui nous dit mais non, t'es pas capable de ci, t'es pas capable de ça. Si on arrive à se battre contre ça, on réussit vraiment à déplacer des montagnes. Et le sport maintenant est devenu vraiment une espèce d'exutoire, mais en même temps l'endroit où je m'affirme le plus parce que j'aime en fait ce que je fais. J'y vais pas à contre-cœur. Je me souviens, j'étais en déplacement en Martinique et à Saint-Lucie il y a quelques semaines, et j'étais en train de me dire mais oh là là, je vais pas aller au CrossFit, comment je vais faire et tout. Et alors que quelques années auparavant, Nadège qui va au sport, enfin, jamais ça m'aurait inquiété plus que ça. C'est Et devenu là, ton c'est style de devenu, vie. exactement, c'est vraiment devenu mon style de vie. Et pareil que ce challenge que je me suis donné de 5 semaines au début pour perdre du poids, finalement, c'est devenu une habitude de vie. Et maintenant, je mange vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et je prends un plaisir, comme j'aime bien cuisiner, je prends un plaisir à manger mieux et à découvrir des petites choses et tout, à faire goûter à mon entourage. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de vivre avec un esprit sain dans un corps sain. Mmh. Et donc à quoi ressemblent les 60 premières minutes de ta journée? Alors, les 60 premières minutes de ma journée, donc je commence par m'asseoir. Je m'assieds, je tiens un espèce de journal, un gratitude journal. Enfin bon, c'est pas ça se dit pas en français, mais enfin, en gros, c'est un journal dans lequel je me dis quelles sont les 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, pour lesquelles j'ai en fait et que je suis reconnaissante. Mmh. Et ensuite, donc les 3 choses comme ça, et quelles sont les 3 autres choses pour lesquelles je suis reconnaissante, que je n'ai pas encore, mais que j'en parle comme si je les avais déjà. Je Mmh. commence comme ça, et après je prends une citation, donc peu importe hein, la source, hein, ça peut être dans la Bible, ça peut être une citation qui m'a marquée dans un bouquin, et je l'écris. Et après je me pose, je commence ma journée comme ça,
Ensuite, je commence à préparer mon petit déjeuner. Alors, mon petit déjeuner est très simple, hein, c'est un smoothie. Mmh. Un smoothie très simple. Alors, celui que j'aime beaucoup en ce moment, il est composé de dattes, de lait d'amande. Je rajoute des graines de lin moulu, des bananes, donc Beaucoup de du fibres. cacao, voilà, beaucoup de fibres, beaucoup de potassium. Enfin voilà, maintenant je rajoute aussi quelques petites protéines végétales dedans et I'm ready to go, quoi. Dès que je prends ça, c'est bon le matin. Ouh là là, ça commence en musique. Et puis Mmh. après, ben, il y a le trajet du travail, hein, et après, ben voilà, le trajet du boulot dans lequel j'évite d'écouter. Alors c'est très bizarre, hein, j'écoute beaucoup de musique caribéenne. Mmh. Alors que je suis du caribéenne, mais aussi hein, de la musique traditionnelle. Hein. Mmh. Et voilà. Ou sinon, ben, je éteins la radio dans la voiture ou je mets un podcast de motivation, toujours, pour Mmh. rester dans cette espèce de motivation dès le départ. C'est-à-dire que je pense que les premières minutes de la journée sont celles qui sont le plus déterminantes. J'évite de me coucher avec des problèmes et de me réveiller en ayant des problèmes. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai remarqué que le stress et les pensées négatives avaient vraiment un impact sur moi, aussi bien au niveau cutané qu'autre chose. Donc, j'évite en fait de me laisser submerger par du négatif. Et j'ai une foi tellement, tellement grande qui me permet aussi d'éviter d'être toujours stressée, toujours embêtée, toujours être en train de me dire, de me faire du sang d'encre, d'être toujours en train je sais pas moi, d'être en train de ruminer, quoi. Mmh. Non, j'évite de me retrouver dans ce genre de situation et au contraire, j'inonde ma journée de choses positives et je suis très fan aussi des thés, enfin je fais la publicité, hein, mais c'est des thés Yogi Tea et ce sont des thés Qui en fait. n'aime pas les yogis? J'aime tellement ces thés-là et ça fait plusieurs années que je les utilise et donc les petites citations le matin, souvent Exactement. bizarrement, elles me parlent ou elles me Elles motivent correspondent bien. toujours, hein. Voilà, elles correspondent toujours avec une situation et ça me permet vraiment de commencer la journée comme ça. Et pareil, ben, quand la journée est terminée, je reprends un autre Yogiti et avec une autre citation et je vais me coucher comme ça. Mmh, génial. Alors, tu es né en France, tu as grandi en Exact. Guadeloupe, tu as Oui. vécu en République dominicaine, tu es très impliqué dans la coopération caribéenne. Avec ces influences multiculturelles, as-tu un nouveau regard sur la féminité et sur la femme qui entreprend? Alors, j'ai jamais vraiment été portée sur ces questions de femmes et tout, parce qu'en fait, j'ai toujours estimé que peu importe notre sexe, il fallait vraiment qu'on s'impose pour ce qui est, pour notre dû en fait. Et comme je le disais tout à l'heure, je trouve que les femmes caribéennes, elles doivent vraiment s'affirmer et ne pas rester cantonnées à justement cette condition de femme qui parfois a tendance un peu à nous limiter et à nous faire passer pour des êtres un peu à part entière par rapport aux hommes et autres. Je pense que dès lors où on a les capacités, dès lors où on a confiance en soi, dès lors où on a foi en nous-mêmes, rien ni personne ne doit nous laisser croire le contraire, en fait, qu'on soit femme ou pas. Et c'est vrai, des fois, j'ai tendance à taper du poing sur la table. Des fois, quand je m'énerve pas souvent, mais quand je m'énerve, c'est vrai que j'ai moi-même du mal à me reconnaître. Mais c'est toujours dans cette espèce d'affirmation. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je suis inférieure à quelqu'un d'autre. Et on doit toujours s'affirmer, montrer qui on est. Et pas dans une espèce de toujours prouver que voilà, on a de la valeur, hein, puisque on le sait qu'on a de la valeur, mais c'est vraiment dans les actions qu'on a à mener au quotidien. Pas simplement que ce soit juste dans le côté paraît, dans le côté m'as-tu vu. Et c'est peut-être ce problème-là que beaucoup de femmes rencontrent. Elles ont du mal à s'imposer dans un milieu d'hommes, par exemple, parce que elles ont du mal à s'affirmer et que bon, il suffit qu'un homme nous parle un peu plus machin et on se dit oh là là, mon Dieu. Et en fait non, il faut pas que quelqu'un nous flatte pour qu'on se sente bien. Il faut qu'on sache déjà véritablement qui l'on est et comment on est et que ça reste vraiment ancré dans notre petite tête et pas que cette petite voix intérieure nous fasse croire le contraire et que d'autres personnes viennent et nous déstabilisent. Donc en fait, ces influences-là, moi, je les ai dès le départ et c'est vrai que j'ai une mentalité assez particulière souvent parce que voilà, je vais dire les choses sans filtre souvent et ça va forcément ne pas plaire, mais comme je le dis, je ne suis pas là pour plaire, je suis là vraiment pour faire valoir mes idées, que ça plaise ou que ça plaise pas, on est là pour en discuter, il n'y a aucun souci. Donc pas forcément me dire que parce que je suis une femme, tu dois m'écouter plus qu'autre chose et tout ça. Après pareil, hein, dans les situations où on se rend compte que notre salaire n'est peut-être pas forcément à la hauteur de nos compétences, il faut pouvoir le faire savoir. Si l'employeur en face
il en a conscience. Tant mieux. S'il n'en a pas conscience, bah, c'est pas grave. On prend ses dispositions et on s'en va tout simplement, hein, et on va voir ailleurs. Donc voilà, j'ai pas. Pour moi, voilà, il faut avoir conscience de qui on est pour pouvoir avancer dans le monde dans lequel on évolue. Eh bien, merci beaucoup, Nadège. Nous arrivons à la fin de l'interview. Maintenant, nous allons aborder les questions brûlantes. Il s'agit pour toi de dire ce qui te vient en premier à l'esprit. Avec quelle Mhm. femme échangerais-tu de place une journée et pourquoi? Alors, avec quelle femme je changerais de place? Michelle Obama. Je sais pas, j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme et je me poserais la question de savoir, enfin, qu'est-ce que ça fait déjà d'être aux côtés d'un homme qui a été président de la République, président des États-Unis et qu'est-ce que ça fait également d'être une femme, engagée? Après, il y en a 2, hein. La deuxième, ce serait Oprah Winfrey Mhm. pour, l'influence qu'elle a et bah, tout ce qu'elle a la capacité de faire, de rassembler et tout autour d'elle. Enfin, voilà, ce serait ces 2 femmes-là. J'aimerais bien un jour, qui sait dans notre vie, Quel livre as-tu le plus offert? je dirais bah, c'est le dernier livre en fait, celui dont je parlais tout à l'heure sur ma perte de poids. Alors c'est en fait, c'est, Wake Up and Live by Camilla McDonald et en fait, c'est une approche de la perte de poids qui est basée sur un triptyque en fait, l'esprit, le corps et l'espèce et donc la mentalité en fait. Une Et c'est pas approche holistique. simplement base voilà, c'est vraiment ce type d'approche-là et j'ai beaucoup apprécié ce bouquin. Alors c'est vrai qu'il est en anglais et le fait d'avoir vu l'impact sur moi, en tout cas, bah, c'est de ça que c'est m'est venue l'idée aussi de chaque matin me dire bon voilà, je réfléchis à ce pourquoi je suis reconnaissante, ce pourquoi je ne suis pas, je suis reconnaissante mais que je n'ai pas encore. Et ça a vraiment changé ma vie. Ce livre-là a vraiment vraiment changé ma vie. Et j'ai eu la chance en juillet 2018 de rencontrer Camilla et elle était étonnée de voir qu'effectivement il y a quelqu'un qui a suivi son livre jusqu'au bout. Et je me souviens encore de ce moment-là où elle m'a dédicacé le livre. Et je me suis dit, waouh. Et donc, du coup, souvent, je me retrouve à beaucoup en parler de ce bouquin-là. Et j'ai une copine qui m'a dit très prochainement qu'elle essaiera de l'acheter, même si après, il y a toujours cette espèce de barrière de la langue, mais qu'elle essaiera de l'acheter pour suivre aussi cette approche-là. Et je l'ai beaucoup apprécié. J'aime bien ce livre et je le conseille vraiment à toute personne soit qui a envie de mieux manger, qui a envie de perdre du poids, mais c'est vraiment une approche tellement différente. Et moi, je dis, ce livre-là a vraiment, vraiment, vraiment changé ma vie, honnêtement. Quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans? Ben, le conseil que je me serais donné, c'est d'avoir plus confiance en mes capacités. C'est-à-dire que j'ai toujours été, en fait, alors j'ai pas fait de CP, je savais déjà lire à l'âge de 3 ans grâce à mon frère. Et du coup, mon parcours a toujours été avec des gens beaucoup plus âgés que moi. J'ai toujours eu cette espèce de maturité, un peu plus que les personnes de mon âge. Et en fait, à 20 ans, il y a certaines choses que je me serais pas cru capable de faire parce qu'il y a toujours cette espèce de voix intérieure qui limite un peu nos capacités. Et je me serais dit, en fait, de ne pas m'inquiéter. Tu sais ce que tu vaux. Et partant de là, défonce les barrières s'il le faut, mais va de l'avant et ne t'inquiète pas, ne te cache pas derrière tel ou tel prétexte pour ne pas faire certaines choses. Tu as la capacité de le faire. Et la vie me l'a démontré, hein. Il y a des fois, je me suis retrouvée dans des situations, faire des conférences en espagnol, faire des conférences en anglais. Je me dis, mais attends, mais je ne me serais jamais cru capable en fait de faire ce genre de choses. Et finalement, même prendre la parole hein, dans des grosses réunions où il faut parler anglais, c'est pas forcément ma langue maternelle. Et je me suis dit, mais je me serais jamais dit auparavant, enfin quelques années auparavant, que j'aurais été capable de le faire. Donc c'est toujours croire en moi. Et ouais, ça aurait été ça, de croire en mes capacités, croire en la personne que je suis. Et de ne pas douter, de ne pas laisser des personnes nous faire douter. Ben, nous te remercions beaucoup, Nadège. Nous Merci sommes beaucoup, vraiment à Claudia. la fin. Heu, Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Alors, j'ai une présence relative sur les réseaux sociaux. Je suis à la fois présente sur Twitter. Donc, quand on cherche Nadège à ça, on me trouve. Sur Facebook, sur Twitter. Je suis très réactive sur Twitter plus que sur Facebook, parce que je me connecte plus trop sur Facebook. Mais voilà, à travers les réseaux sociaux. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, je peux éventuellement laisser mon numéro de téléphone. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je suis quelqu'un de plutôt disponible. D'accord. Ben, nous te remercions et bonne continuation, Nadège. Merci beaucoup, Claudia. Bonne journée.
Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.